Haïti, oui. Constitue une initiative stratégique de l'État haïtien visant à engager l'ensemble des forces vives de la nation dans une réflexion approfondie, responsable et structurée sur l'avenir de notre système éducatif. Dans une démarche didactique et épistémologique pour la compréhension de tout et chacun, et qui a fait le déplacement. Le premier point, c'est bien une toute petite historicité pour placer l'événement de ce matin. En dépit d'une grande glorieuse après la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où le monde avait connu un boom économique culminant en 1973 avec le choc pétrolier. La radiographie de l'éducation dans le monde s'est révélée inquiétante. C'est-à-dire des millions d'enfants non scolarisés, des millions d'adultes non alphabétisés. Avant les grandes assises internationales des années 1990, cette situation engendre des tensions sociales et l'accentuation de la pauvreté dans les grandes villes. Deuxième élément, que ce soit la conférence de John Cheng en Thaïlande en 1990 à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation, que ce soit en avril 2000 pour parler du forum de Dakar, que ce soit la conférence de Ouagadougou au Burkina Faso en marge de la session de la francophonie en 2004, que ce soit le congrès de New York aboutissant aux objectifs de développement durable ODD sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, y compris les différentes réformes éducatives en Haïti, que ce soit la réforme des normes, que ce soit le plan national d'éducation et de formation, la stratégie nationale de l'éducation pour tous, le plan opérationnel et le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, on retrouve une constante, c'est bien l'accroissement de l'accès ou l'augmentation de l'offre scolaire, pour ainsi dire, permettre à ce que tous les enfants qui sont en âge à l'école aient une place assise de façon gratuite et obligatoire, quel que soit gentil, quel que soit sexe, quel que soit couche sociale, quel que soit handicap. La mission de l'État, c'est de travailler à ce que tous ces enfants-là qui sont en âge à l'école aient une place assise au niveau des salles de classe à un horizon pas trop lointain. Pour que ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté plus tard, mais plutôt solution au problème de la communauté. Pour parler de bénéfice social ou rentabilité de l'éducation dans le cadre de l'une des méthodes de la planification de l'éducation, c'est l'analyse pour bénéfice. L'État doit investir en pile dans l'éducation, et bien pour ne pas gagner des enfants soldats que nous connaissons aujourd'hui. Troisième élément sur lequel je voulais attirer l'attention de tout chacun. Il y a quelques années, j'ai participé
à un symposium organisé par les instituts de la Banque mondiale et de l'UNESCO à Paris. Le thème traité, c'était l'éducation dans les stratégies de réduction de la pauvreté vers une croissance pro-pauvre. Une croissance qui aille dans le sens des plus démunis. Selon les économistes, il peut y avoir de la croissance, du pullulement des banques, de la circulation de monnaie, et pourtant les pauvres s'enfoncent dans leur misère. Dans ce sens, on pense que l'éducation, c'est un élément important pour permettre à ce que les gens puissent connaître un niveau de mobilité sociale. Dans ce sens, nous devons continuer à aider l'État à investir dans l'éducation. Quatrième élément extrêmement important, c'est la quintessence qu'on peut retrouver dans ces assises sur la refondation du système éducatif haïtien. Qui élément important que nous avons retrouvé dans des pactes faits, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de différentes directions départementales d'éducation pour parler en région. Bon, élément important, c'est bien, on va discuter sur la question de l'accès, la question de l'infrastructure scolaire. Comment accès, comment tout le monde admis dans l'école? Est-ce que tout le monde a chance d'entrer à l'école? Est-ce que l'accessibilité est facile et pour tout le monde? En termes d'espace, nous avons construit l'espace de façon dramatique et avec des normes parasismiques. Parce que nous encadrons l'accessibilité, nous encadrons l'accroissement des structures d'accueil. Évidemment, question de normes anticycloniques est importante en pile. Nous connaissons que les pays nous sont pays qui sont très vulnérables, surtout dans la zone du Grand Sud. Parce que nous avons une faille qui nous traverse. Et nous devons construire des écoles de proximité. Si nous sommes dans la zone c'est dans la zone de priorité l'école. Et même poser une question de principe de cadre scolaire. Il y a un autre élément à part de la question de l'accès à l'infrastructure scolaire, il y a la question de la qualité et pertinence. Il faut mettre formés, formation des maîtres, formation initiale, formation continue, formation en cours d'emploi pour mettre à véhiculer un enseignement efficace. La question de matériel didactique, moyen de disponibilité de manuels scolaires, que ce soit au niveau fondamental, que ce soit au niveau du secondaire rénové. La question de matériel pédagogique, la question de cantine scolaire, parce que il y a une corrélation étroite entre le plat chaud et la performance des enfants. L'État ici, à travers le ministre de l'Éducation, à travers le directeur général, notre travail d'arrache-pied pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de doter les écoles fondamentales en cantine et les lycées et pourquoi pas les collèges en cafétéria. Parce que c'est important pour nous en pile. On va discuter sur la question ça dans l'atelier. La question de l'hygiène à l'école. Bloc sanitaire, c'est important en pile. Il faut respecter les jeunes, il faut respecter les élèves parce que c'est important en pile. Et la question de l'approche pédagogique. Pour qu'on ait à qui approche notre service, je me dis, pour nous capables de faire l'école la plus pratique, etc., etc. Là, nous pensons à la réforme pour une couleur. Et c'est tout par ça qu'on vient pour discuter. Et bien, non, assise que nous pas faire. Mon autre élément important est que nous faisons tout dans ce secondaire rénové. C'est la diversification des filières, la question de formation professionnelle, la question de secondaire général, la question de secondaire technique. Et nous disons, il faut nous accentuer
des cours d'entrepreneuriat, des cours de PFE, des cours de gestion pour les finissants, que ce soit classe terminale secondaire 4, que ce soit classe, la groupe qui a terminé dans l'école professionnelle. L'important, ça permet de nous arriver à l'auto-emploi. Diplômé est capable de gagner 2 opportunités, ou bien trouver un emploi sur le marché de travail là, ou bien créer pour entreprise génératrice d'emploi et de croissance. C'est la position du ministre de l'Éducation parce qu'il opte pour une école utilitaire, utilitariste. Il faut que l'école là pertinente pour être capable de répondre aux attentes de la société et pour être capable de répondre aussi aux exigences du secteur moderne de production et de services. Et que nous avons parlé dans le cadre de révision programme secondaire, dans le cadre de révision programme enseignement technique et professionnel que nous avons bien pour nous débattre. Moi, je demande de nous contaminer avec un système dual qui triomphait dans les pays de gauche germanique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, et des pays scandinaves comme la Suède, la Norvège, etc. Et l'Afrique a fait une expérience avec ce qu'on peut appeler le système dual. Le système dual est haut, diplômé à une formation en centre, dans le centre professionnel, et une formation tout en entreprise, afin de pouvoir se familiariser avec les rouages du secteur moderne de production et de services. La question de pilotage du secteur, que nous allons discuter ça en assemblée, la question de base de données, la question de collecte de données, la question de cadre légal, question juridique qui est importante en pile, parce que nous avons beaucoup de décrets, beaucoup de lois qui sont frappées d'obsolescence et qui sont en lien avec l'éducation. C'est-à-dire que, comme un paquet législatif, pour nous avoir revisité tout texte pour déposer au Parlement aux fins d'entériment. Et il y a aussi des instruments internationaux auxquels Haïti a adhéré, que ce soit la Convention relative aux droits de l'enfant, que nous avons gardé pour nous, c'est capable d'appliquer pour tout le monde capable de droit à aller à l'école dans le cadre droit à l'éducation. Il y a aussi la question de coût et financement. Qui finance l'éducation en Haïti, c'est extrêmement important. Quelle est la part du PIB ou bien la part du budget national alloué à l'éducation? C'est extrêmement important. Quand nous parlons de questions ça, ouais? Comment le budget national est pendant 5 dernières années en matière d'éducation, c'est zéro. En tout cas, pour terminer, et comme 5e point, c'est bien les outputs, les résultats attendus de ces assises, puisque je vous avais dit originellement, je suis venu pour faire le cadrage des assises dans une perspective prospective même. C'est la prospective. L'avenir ne se prépare pas, mais l'avenir se prévoit. Évidemment, ça va prétendre un enseignement fondamental gratuit selon l'esprit constitutionnel, avec un cadre de partenariat public-privé en lien avec une subvention des écoles non publiques pour alléger la bourse des parents d'élèves. C'est important pour nous autres du ministère de l'Éducation. Travailler avec le secteur privé pour nous être capable de faire une subvention pour capable diminuer et les coûts de l'écolage. Deuxième élément, c'est un centre professionnel. Ah oui, justement, il y a la revalorisation de la condition enseignante. Et il a discuté dans le coordinateur de la direction générale là, qui travaille ça dans le comité de pilotage avec le ministre, et question carrière des enseignants. Il est important parce que les enseignants sont éléments transversaux et que les enseignants il y a aussi automitant éducation. Et comme en Finlande,
on parle de plaisir de l'enseigner. Évidemment, enseignants, ils voient que ce soit en Finlande, que ce soit en Allemagne, et que ce soit au Japon. À part ces normes fondamentales là, il y a aussi 100 professionnels. Le ministère du Travail doit mettre 100 professionnels dans des poches de pauvreté, notamment dans le département de l'Ouest, où il y a des zones de turbulence, en pile tension sociale, dans des séries de zones, dans le département de l'Ouest, où même je cité ou même que ce soit. Il y a un petit, nous connaissons déjà. Et nous voulons arriver tout, et notre travail quand même, pour secondaire technique. Tout le monde ne peut pas aller à l'enseignement supérieur comme ça, mais il faut gagner une patience, une option vers le bac technique. Parce que nous avons fait un programme ça, on pense au programme qui triomphe. Il y a des gens qui sont dans le secondaire général, il y a des gens qui sont dans le secondaire technique. De sortir avec un métier, de gagner la vie. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés de parents modestes qui voulaient aller tôt sur le marché du travail. Et ils sont intéressés à la question de ça. Évidemment, et pour le secondaire général, évidemment, nous connaissons une question générale là déjà, mais le secondaire technique là, nous va bien. Évidemment, mesdames, messieurs, sur ce, puisque le directeur départemental, M. Français a déjà déclaré que la séance est ouverte, évidemment, et moi je réitère encore, je déclare officiellement ouverte les assises sur la refondation du secteur dans le département d'éducation de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Voilà pour le mot de cadrage du directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle concernant ces assises départementales, comme je le disais tout à l'heure. Donc cela se fait à l'échelle des 10 Je suis Yves, directeur général au ministère de l'Éducation, ex-conseiller d'État dans le cadre de la coopération Haïti avec l'Histoire Paris. J'ai une formation pointue en planification et gestion de l'éducation, mais il faut dire en passant que ma formation originelle est en sciences sociales et en sciences juridiques, respectivement à l'école normale supérieure sciences sociales et à la faculté de droit des sociétés publiques et droit international, passionné. Et que je suis l'écrivain, auteur et dans le secteur, l'écrit des ouvrages. Par exemple, c'est COVID-19 et les outils de planification du secteur d'éducation en Haïti. J'ai écrit aussi des grands axes en matière d'éducation. Également, ce sont des ouvrages que je vous invite à lire. On a lu parce que c'est très intéressant. Tout ça qu'on va faire là, quand vous trouvez un ouvrage. Mais il faut que je passe pour moi, j'ai écrit en pile. Et mes ouvrages là, depuis que j'étais à l'école normale supérieure, j'avais conçu cet ouvrage. C'est un 20e siècle, riche en événements et en invention, le cas d'Haïti. Et je vais organiser une bonne signature sous peu, à l'intention des collègues de la communauté éducative. C'est un ouvrage de sciences de l'éducation, option, histoire contemporaine. Et ces assises auxquelles l'unité des directions départementales d'éducation, je dois avoir vu M. Jean-Louis Pierre. Monsieur l'ADG. Ah, vous êtes là. Je vous salue. Ah, je salue les hauts cadres de la vidéo. Je salue les